Merci. Merci Léna. C'est là qu'on a besoin d'une professionnelle. En l'occurrence. Voilà, il nous reste un petit peu de temps, mais plus de micro, donc... si. Voilà, si quelqu'un... Oui, si quelqu'un... Je suis enchantée que la proviseure ou la principale du collège donc, de Belle-Île-en-Terre intervienne un petit peu sur la question sociale, parce qu'il y a quand même une disparité sociale sur le territoire. On a parlé tout à l'heure du littoral, de la mer, il y a aussi les métropoles. Et donc, faire de d'éducation artistique sur le territoire, ça veut dire quoi et pour qui, quoi. Et quand on parle des parents, les parents n'ont pas les codes non plus. Donc les ronds-points aux gilets jaunes, je suis désolée, c'est quand même beaucoup d'actualité. Donc l'EAC, pour qui, pourquoi, quoi. Donc autant j'ai entendu parler d'intervenants, très bédants, je trouve que c'était très intéressant parce qu'on parlait du foyer des ruraux, etc. Le bal, etc. Je trouve que c'est bien intégré. Belle-Île-en-Terre aussi, mais autrement, je trouve que il faut. À quoi ça sert quand on vient d'apprendre que dans le 9-3, un prof de français ou de géo met 2 mois avant d'être remplacé, dans le 16e, c'est pas le cas. Donc l'EAC, moi je veux bien, mais bon, je suis contente là que Belle-Île-en-Terre aborde le problème, le bal, ainsi que Madame de Trébédan, dont je ne sais plus le nom. Voilà, merci. On peut peut-être inviter l'ensemble des intervenants des 2 tables rondes, vu qu'on n'a pas fait de questions tout à l'heure, à répondre aussi. Je commence. Si monsieur est d'accord. Vous êtes d'accord? Bonjour, Cyril Guittard, je suis chargé de médiation au Centre d'art contemporain 40 mètres cubes à Rennes. J'aurais commencé par une petite remarque concernant le titre de rencontre de cet après-midi. Quand donc, on lit l'éducation artistique et culturelle à l'école, quelle place pour l'artiste, l'élève et l'enseignant, il me semble qu'il manque dans ce titre un des acteurs qui sont les structures culturelles. Et je crois que ça a mis un petit peu de temps avant d'être abordé dans les tables rondes, le rôle de ces acteurs, la place importante qu'ils peuvent avoir. Donc je remercie particulièrement, je crois que c'est Julie Floriot qui l'a mentionné. Raphaël Dallaporta a également signalé que les résidences qui se déroulaient le mieux étaient en général évidemment celles qui étaient le mieux préparées, et souvent c'était celles qui avaient eu parmi ces acteurs une structure culturelle. Donc une question par rapport à cette remarque-là, justement par rapport aux intervenants de la première table ronde, Nolwenn Guillou et Isabelle Huré-Fleuret, j'aurais souhaité savoir justement quelle est pour vous la place, le rôle, ou comment vous travaillez avec les structures culturelles. Je crois qu'il ne faut pas les oublier parmi ces acteurs de l'éducation artistique et culturelle. Oui, on l'a évoqué, donc, mais c'est bien, s'il faut renfoncer, on renfonce le clou. Nous, on a une position importante, mais qui est passagère, et toute éducation donc vient dans une pratique. Et c'est vrai que l'intensité, l'exceptionnalité d'avoir un artiste qui vient ne fonctionne que quand elle est accompagnée, qu'il y a un suivi et une préparation avant, et puis un suivi ou un délai entre la restitution, pas une restitution immédiate, mais une restitution où en général, si l'artiste a passé un bon moment, reviendra et célébrer ça et poursuivra la transmission. Et c'est des occasions, ce genre de table ronde, de re-rencontrer des enseignants qu'on a vus sur différents ateliers. Voilà, même si on peut être de passage, c'est essentiel qu'il y ait des structures qui accompagnent, et c'est vers là qu'il faut se tourner dès qu'on a l'envie ou la lassitude d'enseigner d'une certaine façon. C'est des fantastiques relais pour être force de proposition, et qui sont demandeurs aussi de personnes qui viennent vers eux aussi, quoi. Très bien. Et du point de vue, pardon, je prends juste les 2 personnes qui étaient Isabelle Huré-Ferré et Nolwenn Guillou, j'aurais bien aimé savoir comment vous intégrez dans vos projets, comment vous travaillez avec les structures culturelles, comment vous
faites appel à elle? Comment vous rentrez en contact? Comment ça se déroule? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas en Normandie, en Haute-Normandie, on n'avait pas forcément l'obligation de travailler avec un relais culturel. Ça se passait en Basse-Normandie, mais pas en Haute-Normandie, avec la réunification des deux régions. Donc maintenant, effectivement, il y a des relais culturels. En ce qui me concerne personnellement, moi j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans à La Source, donc j'ai tout un réseau, entre guillemets, d'artistes avec lesquels j'ai travaillé. Et du coup, moi, ça ne m'a pas posé de problème dans ma mission de pouvoir rencontrer les artistes qui répondaient le mieux au projet que j'avais envie de mettre en place au regard soit de ce que les élèves recherchaient, ou soit au regard du programme ou d'une question sociétale, ou peu importe la thématique. Maintenant, bien entendu, les relais culturels sont hyper importants. Le seul petit bémol, pour l'avoir vécu notamment en Basse-Normandie, dans un autre établissement, quand les artistes sont fléchés et tombent quasiment à la verticale directement au niveau de l'établissement, et que l'enseignant finalement a peu de mots à dire, entre guillemets, quelquefois ça peut être aussi très embêtant, parce qu'il faut quand même c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un travail de coopération entre l'établissement, la structure relais, et il ne faut pas que l'artiste soit hors sol non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un Excusez-moi, s'il vous plaît, il y a plein de prises de parole. Il y a un monsieur là-bas, si vous permettez. Alors, moi, je ne vais pas poser une question, je vais faire une petite contribution, puisque j'ai été sage, et je me dis que je peux prendre la parole maintenant. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, donc je m'appelle Michel Guillaumard, je suis le responsable de la maison Louis Guillou, de la maison de l'écrivain Louis Guillou à Saint-Brieuc, qui est un lieu de développement des pratiques littéraires, pas seulement autour de l'œuvre de Louis Guillou, mais autour de la littérature contemporaine. Et moi, je trouverais dommage qu'on n'essaye pas de concilier deux choses qui ont été évoquées. D'une part, l'expérience de la rencontre artistique, bien sûr, qui a été largement développée, et aussi l'enjeu de la création d'un objet artistique qui prend forme progressivement. En l'occurrence, pour nous, c'est le texte. Et donc, nous, on considère que le texte, c'est justement l'objet focal de l'expérience collective. C'est-à-dire que l'expérience ne se construit pas seulement dans la rencontre entre des individus, mais parce qu'au milieu de la rencontre, il y a un objet artistique qui prend forme progressivement, et dans la confrontation avec cet objet, il y a quelque chose de transformateur qui opère. Et ce qui relie, à mon avis, les deux dimensions, c'est la réflexion qui peut être menée sur la notion de processus. C'est-à-dire qu'un objet artistique, ça se crée dans une élaboration lente, est faite de différents moments. Et je pense qu'il existe une réflexion aussi sur cette notion de processus artistique qui mérite d'être étudiée, notamment s'il y a un institut national de l'éducation artistique. Je pense que ce sera un bel objet de faire témoigner les artistes justement sur ce que représente pour eux le processus. Et puis donc ainsi peut-être dépasser la notion de plaisir de l'expérience artistique. Et pour ça, moi, il y a des choses il y a un vocabulaire que j'aime bien. Par exemple, dans des opérations passées d'éducation artistique, on a utilisé le mot parcours. Et je trouve que le mot parcours est un mot qui est intéressant parce qu'il représente toute une variété d'expériences successives qui permettent comme ça d'arriver à un objet. Et alors donc, moi, je vais faire une citation aussi. Je vais citer Barthes, parce que Barthes, il dit, enfin il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui traduis un tout petit peu, il dit « Plus je défais et je refais mon texte, et plus mon texte me défait et me refait. » Merci. Il y avait monsieur qui avait demandé, madame, et madame a estimé ne pas avoir sa réponse. Vous l'aurez. Mais vous l'aurez, madame.
Excusez-moi, il y a monsieur, madame, et après... Bonsoir, je suis Guilain Lemaire, j'interviens à 2 titres. Dans un premier plan par rapport à la classe à horaire aménagé théâtre à Belle-Île-en-Terre, puisque je suis donc engagé par le Conservatoire à rayonnement départemental de Saint-Brieuc pour intervenir dans la classe de Loriot. Juste à titre d'information, le Conservatoire de Saint-Brieuc coordonne pédagogiquement 3 classes à horaire aménagé théâtre dans le département, puisque donc la classe historique a été créée au Collège Léonard de Vinci à Saint-Brieuc. Elle fête ses 10 ans cette année. Et donc cette année, c'est la première année à Belle-Île, et une classe est également créée à Ploua. Je voulais juste faire donc le deuxième titre auquel j'interviens, c'est en tant qu'accompagnant la compagnie Grégoire & Co, donc de Guingamp, qui a mené une expérience, me semble-t-il, assez exemplaire en termes de résidence à Tréguier, dont je toucherai un tout petit mot. Juste deux remarques. Il me semble ne pas avoir entendu souvent un mot qui me paraît essentiel, qui est celui de désir. Et à tout point de vue, c'est-à-dire que du point de vue de l'artiste, ça ne tombe pas de soi, il ne va pas de soi qu'on soit amené à faire de la transmission, à communiquer autour de son œuvre, si ce n'est par l'œuvre elle-même. Donc évidemment, il est question de formation, mais je crois que pour s'engager dans ce processus-là, la notion de désir est fondamentale. Et je crois même que si ce désir est fort, il permet beaucoup de choses, peut-être même davantage que la formation. Et je pense que c'est le cas également à l'endroit de l'école, c'est-à-dire que nous, artistes, quand on intervient dans un établissement, on sent très bien tout de suite quel est ce degré de désir au départ pour que cette rencontre se fasse. Et si on sent un déficit à ce niveau-là, ça complique considérablement les choses. Et je dirais, pour rebondir à ce que vous avez dit, Madame Vidal, par rapport aux équipes d'encadrement, ça me semble très très important, parce qu'évidemment, le désir, il est souvent là de la part de l'enseignant qui est à l'initiative du projet, mais la participation et l'implication du principal, du proviseur, elle est fondamentale dans la capacité à coordonner et à fédérer les équipes. Vous voulez que je raccourcisse, c'est ça? D'accord. Il y a beaucoup de... Pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de demandes d'intervention. Oui. Donc si on veut que tout le monde puisse s'exprimer, il faut être relativement bref. Très bien, j'en finirai là. Juste une petite information, donc, puisque ça concerne aussi le territoire. Je vous invite à consulter un document qui a été un rapport qui a été émis par la DGCA, qui s'appelle La résidence d'artistes, un outil inventif au service des politiques publiques, pour lequel Sylvie Lequéré donc, a été amenée à apporter son témoignage par rapport à la résidence qui a été faite à Tréguier. Et c'est un document, je pense, qui va circuler prochainement et auquel vous aurez accès, et dans lequel on trouve beaucoup de pistes qui synthétisent un peu les interrogations du jour. Voilà, merci. Ben, au moins une supportrice. Bah écoutez, c'est très bien. Les applaudissements sont aussi un témoignage. Madame, vous aviez demandé la parole. Oui, bonjour, Alice Malin, je suis responsable du service des publics au FRAC Bretagne. Et comme la réponse n'avait pas été donnée à madame, je me suis dit que j'avais envie de lui parler. Donc je me permets très rapidement. Petite enfance peut-être, voilà, avec madame Christelle Lavore qui est à côté de moi, voilà. Sur la question politique, en fait, je pense que c'est assez intéressant. Il y a un tel décalage entre ce qu'on voit sur le terrain, bon, j'habite pas dans le 9-3, mais ce qu'on en entend, ou à Glomel, où les instituts changeaient tous les 3 mois. Et en tout ce que j'entends ici, que ça pose problème, parce que les gens que je vois moi là-bas ne sont pas du tout, ils sont à 1000 lieues d'avoir des projets artistiques comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Le FRAC est très loin, et donc là, je suis très contente d'être là. Je suis venue parce que j'ai un projet moi-même au niveau du personnel de l'agglomération de Saint-Brieuc, donc j'espère y trouver quelques miettes. Mais je veux dire que par rapport à la population, donc les 80% de la population, il y a un gros problème, quoi. Certains coins ne sont pas du tout touché par ça, quoi. Bah, justement, c'est d'ailleurs finalement en vous répondant, je fais pas autre chose que de jouer mon rôle de médiatrice, puisque c'est au fond tout ce qu'on fait au quotidien, par exemple au PRAC Bretagne, c'est-à-dire travailler au plus proche de personnes qui ont d'autres préoccupations que
que l'art, parce que c'est pas toujours la première des priorités. Mais au fond, d'ailleurs, c'est ça la matrice, à mon avis, du projet éducation artistique et culturelle, c'est d'inscrire l'art dans le domaine public, dans des champs et dans des moments où on n'est pas forcément concerné par l'art. Et donc, pour moi, le projet éducation artistique et culturelle, il est politique. Quand on veut faire partager de l'art à des jeunes qui, dans leur quotidien, n'ont pas du tout de rapport ou n'ont pas d'habitude culturelle à visiter, par exemple, une exposition d'art contemporain, c'est là où on a notre rôle à jouer. Et en cela, il est nécessaire, il est politique. Après, ce que je veux dire, et par là, ça rejoint aussi les préoccupations du BAL, par exemple, l'exposition de Gunzegal en ce moment, notamment avec l'exposition de Bruno Serralong. L'art, c'est aussi un moment où on peut regarder les images produites. Mais quand même, la distance géographique fait que, j'ai su que les agents de la ville de Rennes, très souvent, les agents de la petite enfance de la ville de Rennes vont très régulièrement au FRAC. Pour Saint-Brieuc, ils ont pu y aller parce qu'il y a un train. Ceux de Glomel ne vont pas y aller. Donc il y a un vrai problème métropole et donc territorial aujourd'hui qui est flagrant. Alors, on ne peut pas ne pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est fondamental. Parce que moi, je pense que c'est un débat qui est très important et on en a parlé un peu par rapport aux territoires prioritaires. Et je pense que en ça, avec la DRAC, on travaille de manière très proche sur justement ces questions d'accessibilité. Et ça, c'est des questions qui préoccupent toutes les institutions culturelles présentes, à mon avis, autour de la table et ici. Voilà, je m'arrête là simplement pour dire que sur le plan de la formation des futurs enseignants, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure et je pense que c'est nécessaire, effectivement, tout le monde s'investisse dedans et je me réjouis, ainsi que le Préac, de l'ouverture de cet institut à Guingamp. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ce sera... Il y a la conclusion qu'il ne faut pas qu'on oublie dans le timing. Oui. Il y aura, attendez, voilà, une seconde, si vous permettez. Donc, je propose une dernière intervention et ensuite, nos invités, quand même, donneront leur point de vue conclusif ou un complément d'information. Je voulais tout simplement, pour rebondir sur la question, évidemment, et je crois que je l'ai dit en introduction, il n'y a pas d'EAC s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'EAC s'il n'y a pas de structure, et qu'effectivement, l'EAC est un élément d'une politique publique autour de la culture qui est plus globale. Donc, madame, vous avez parfaitement de raison de souligner les inégalités territoriales en termes d'équipement, en termes de présence d'artistes. C'est un autre volet d'une politique qu'il ne faut absolument pas négliger. Et je crois que tous les responsables publics qui sont là sont bien conscients que s'il n'y a pas de centre d'art, s'il n'y a pas de théâtre, s'il n'y a pas de centre, de monuments historiques qui puissent être ouverts, il n'y a pas de AC, évidemment. Dernière intervention, je suis désolé, mais comme... Je vais essayer de faire très court. Alors, non, c'était juste pour faire un témoignage. Ça fait très longtemps que je travaille avec Gunzegal et je pense que la question fondamentale d'un médiateur entre moi qui suis enseignant en lycée professionnel à Fraissinet, lycée du bâtiment, avec des jeunes qui font des formations pro. Je fais des interventions avec Gunzegal, pas dans l'éducation artistique, dans l'enseignement professionnel. Je pense qu'il n'y a pas une case, mais c'est directement dans mon enseignement. C'est des jeunes qui sont en bac pro techniciens du bâtiment et qui sont confrontés à la fois au volume et à la fois à l'image. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Solange. Et j'ai impérativement besoin de Solange parce que c'est à l'occasion d'une rencontre avec elle qu'on va définir la sensibilité, moi, dans mon programme vers laquelle je veux aller, elle, les artistes qui pourraient venir, et c'est comme ça que je rencontre Pino Mussi, le photographe de l'architecture, qui me dit « Je suis jamais venu en lycée professionnel, mais c'était comme ça, en buvant un coup. » Comme ça, après une exposition. Parce qu'il faut un démarrage, c'est une rencontre. Et avec Pino Mussi, il me dit, je veux bien tenter l'expérience de venir rencontrer des jeunes de seconde de lycée pro, alors qu'ils travaillaient toujours qu'avec des masters. Et on a fait une semaine formidable. S'il n'y a pas toute l'équipe de Gunzegal qui crée ce lien,
Moi, je ne suis pas capable d'aller le chercher lui et il ne viendra pas, ce qui est normal. Et puis en plus, je pense que derrière, il y a toute la construction du projet. On ne parle pas du projet financier trop aujourd'hui, mais Solange, elle me donne le coup de main d'aller faire un dossier à la DRAC au mois de mai pour quelque chose qui va commencer l'année suivante. Il me faut un coup de main. Donc il y a énormément de moments où j'ai besoin d'un médiateur entre moi et l'artiste, et la rencontre du coup avec l'artiste, elle file facilement. Et juste pour terminer, et du coup, après quelques années, j'ai dit, moi, je peux peut-être faire quelque chose pour Gunzegal. Et donc, avec nos jeunes, on est venu en résidence à Gunzegal, et on a fabriqué le mobilier que vous verrez dans l'accueil de l'exposition. Point final. Merci. Vraiment, la toute dernière, extrêmement brève, si vous voulez bien. Oui, écoutez, je vous remercie de me passer la parole. J'ai été tardive pour la demander. Je voulais vous parler de quelque chose qui marche très très bien. Et je vais venir en complémentarité de ce qu'a pu dire ma collègue Geneviève, qui est principale aujourd'hui à Guingamp et hier à Belle-Île. Moi, je suis le proviseur du lycée Savina à Tréguier. Et je pense que nous sommes tous du 22, me semble-t-il. Donc le lycée doit être connu, j'imagine, parce que nous avons la chance d'avoir des formations artistiques et métiers d'art. Et j'ai le privilège d'être le chef d'établissement de cet établissement. Je suis venue d'ailleurs avec une partie de mon équipe. Ils auraient bien voulu être tous là. J'ai le cirque, j'ai la danse, j'ai le design, j'ai le théâtre. Ils sont derrière moi là. Et c'est vrai que nous savons, enfin surtout eux. Moi, je n'ai fait que découvrir il y a 4 ans. J'étais béotienne dans la matière, je venais plutôt du secteur industriel, dans la formation, et j'ai découvert le milieu artistique, mais je le voulais. C'était mon souhait, et mon souhait était exaucé. Et je finis quand même maintenant, au bout de quelques années, par comprendre de quoi il parle. Parce que ce n'est pas si simple de décoder votre code à vous du milieu de la culture. Je pense en particulier à monsieur Roussel, que je cherche à voir depuis 2 ans d'ailleurs, mais ça y est, je vous ai vu et j'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt. Ça y est, c'est fait. C'est fait, mais j'ai des choses à vous proposer en matière circassienne. Oui, je sais. Vous le savez, oui, je le sais. Mais vous résistez, parce que ça fait un moment que j'essaye de vous voir, mais je sais qu'on va se voir. Donc on avance et donc des choses se font. Et c'est vrai que, je reprendrai rapidement ce qui a pu être dit, ça repose sur l'enthousiasme, la volonté, le volontarisme des enseignants qui, eux, sont des experts et qui connaissent le milieu artistique. Et c'est vrai que les chefs d'établissement, accessoirement, ils servent un peu à quelque chose, quand quelquefois ça ne fonctionne pas si bien, parce que tout ne va pas de soi. Et c'est vrai qu'eux ont des idées, eux connaissent les artistes, ce sont d'ailleurs aussi des artistes, même s'ils sont avant tout des enseignants, mais ils ont quelquefois un petit peu besoin de nous, notamment pour les projets. Donc, je voulais vous dire qu'en termes de réseau, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut parler, et en termes de parcours, nous sommes dedans, avec l'exemple du collège de Belle-Île, l'exemple du lycée Savina à Tréguier, qui est dans le second degré, on va dire, lycée, et le fait qu'il y ait cet institut qui se crée dans l'avenir et qui nous intéresse, mais de manière extrêmement forte. Donc là, je suis déjà en train de poser des conventionnements que nous souhaitons avoir avec vous, bien sûr, sachant qu'on travaille déjà avec la plupart des structures culturelles. Je vous remercie. Gardons un peu de temps. Voilà, merci beaucoup. 1 minute, parce que vraiment, nous sommes déjà très en retard. C'est de ma faute, j'en suis désolé. J'ai voulu lancer un débat avec nos amis de la salle, et ce qui prouve bien, d'ailleurs, qu'il y a un vrai besoin d'échange autour de ces questions, et que cette initiative est sans doute une très belle initiative qui a été prise. 1 minute chacun. Léna. D'accord. Parce que en fait, je suis un peu frustrée parce que plein de choses à vous raconter et j'ai pas pu aborder les différents points que j'avais préparés, mais tant pis.
je voulais présenter les différentes modalités d'approche de l'artiste vis-à-vis et d'inscription de l'école dans le projet artistique, comme l'était indiqué le sujet de la table ronde. Mais ce n'est pas grave. Ce qui me semble important, effectivement, de revendiquer, c'est le projet artistique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du projet pédagogique, de l'artiste à l'école. C'est évidemment, on a constaté tout à l'heure qu'il y a très peu d'artistes dans la salle, enfin en tout cas beaucoup moins que des professeurs. Et du coup, je pense que c'est important pour les artistes de revendiquer le fait de pouvoir inscrire leur travail dans un processus, dans une recherche qui est la leur, et de ne pas se sentir parfois instrumentalisés à des profits pédagogiques. Parfois aussi, il arrive que l'artiste se sente mis en position de pédagogue dans le cadre des ateliers, mis en position de pédagogue par les professeurs eux-mêmes. Or, je pense, ça c'est un sentiment personnel, un point de vue personnel, mais que l'artiste n'a pas en classe à adopter cette position, cette posture peut-être, effectivement. Ce qui est intéressant pour l'artiste, c'est aussi de donner à voir son processus de création, sa recherche, et ce qui est intéressant pour les élèves, c'est d'observer un adulte qui cherche. Un adulte qui se donne pour objectif la réalisation d'un projet et qui peut-être ne sait pas, qui n'est pas forcément détendeur d'un savoir, mais qui est en train de douter, de chercher, de tâtonner. Et ce processus-là est intéressant et stimulant pour les élèves, mais pour l'artiste lui-même. L'artiste ne sait pas forcément ce qu'il va créer à la fin. C'est Duras qui disait « Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait ». Peut-être que c'est ça aussi qui est intéressant de transmettre aux élèves, le goût de la recherche et de la recherche du bon langage, des bons signes à proposer pour réaliser une œuvre ou pour exprimer une pensée. Et je pense que parfois, cette démarche-là, qui est spécifique, elle est déplacée à des profits pédagogiques et ça tord un peu l'intérêt pour les élèves et pour l'artiste même, et pour les artistes eux-mêmes dans l'intervention d'éducation artistique et culturelle. Voilà, peut-être c'est ça que je voudrais dire. Merci de l'avoir dit. Oui, très rapidement. Oui, je voulais juste terminer par quelque chose de très positif qui a été cité par Monsieur le recteur en propos liminaire sur cette note d'information de la DEP qui a travaillé sur l'année scolaire 2017-2018 sur l'ensemble de la France. Et le constat, c'est que 3 élèves sur 4 quand même sont touchés par au moins une action ou un projet relevant de l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est quand même que... c'est positif et il y a beaucoup de choses qui se font. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement la formation à tout niveau, que ce soit pour les chefs d'établissement peut-être, parce que tout le monde n'a pas la même posture, que Madame Roussel et tous les chefs d'établissement n'ont pas forcément envie de s'engager sur des projets de AC. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement il y ait une formation des chefs d'établissement, que tous les profs s'emparent des projets artistiques et pas forcément les profs de lettres, les professeurs d'art plastique, mais que ce soit aussi l'affaire des professeurs de mathématiques, de toutes les matières, et que ce ne soit pas le précaré des disciplines qui seraient plus nobles que d'autres, par exemple. Et que les enseignants n'aient pas peur de s'engager et qu'ils puissent déroger au programme parfois aussi pour pouvoir construire des projets. Et enfin, il est clair que plus les enseignants ont de l'ancienneté dans les collèges et plus ils sont fixés sur l'établissement et plus ils vont monter des projets pour leurs élèves. Donc il y a aussi la question des personnes et d'une prise en charge dans chaque établissement d'une responsabilité de l'EAC. Voilà.
Mais écoutez, moi, je vais remercier quand même, par rapport à la classe horaire aménagée théâtre, tous les partenaires, parce que ça a été une décision politique courageuse du rectorat de Rennes, de l'Éducation nationale, du département, du conseil départemental, de GPA, du maire de Belle-Île-en-Terre, qui ont permis à des élèves de Belle-Île de rencontrer un artiste du conservatoire de Saint-Brieuc. Donc en fait, ça a été, c'est quand même extrêmement rigoureux et presque élitiste, on va dire. Voilà, donc je voulais tous les remercier. Et puis Madame Céline Larrière du Théâtre du Champ-au-Roi, qui a permis aussi de créer, de monter des spectacles, enfin de programmer des spectacles pour les élèves de la classe horaire aménagée théâtre, mais aussi pour leurs parents, parce qu'ils ont été prévus dans le projet. Donc voilà. Et enfin, moi, je suis persuadée que l'EAC est fondamental dans le développement de l'enfant. On n'a pas parlé de l'évaluation. On ne sait pas, effectivement, c'est pas un rond-point, ça n'est pas visible. Je pense par contre, on agit en profondeur sur un être humain et on ne sait pas combien d'êtres humains ça va toucher réellement, quelle trace ça va laisser. Néanmoins, si ça en touche un, moi, je vous dis honnêtement, j'irai le chercher. Voilà. Alors, très brièvement, je voulais réagir par rapport à deux des questions ou interventions de la salle, à savoir effectivement, il me semble que dans les projets EAC, les jeunes ne sont pas mis uniquement en situation d'observateurs, mais d'acteurs. Acteurs qui se réunissent autour justement d'une création ou en tout cas d'un faire. En ce qui concerne justement nos actions, le bal, les artistes, les enseignants, il s'agit justement à chaque fois d'amener les jeunes dans un processus de A à Z, de la création à la diffusion d'un objet, que ça soit un objet éditorial photographique associant du texte, que ça soit un film, que ça soit une performance ou un parcours en réalité augmentée. Et effectivement, à l'origine, il faut qu'il y ait du désir partagé de la part des uns et des autres. Et la première année où on a créé la Fabrique du Regard, d'emblée, je proposais des sortes de résidences d'artistes et j'en suis franchement revenue, dans le sens où il me semble que pour accueillir pleinement un artiste et profiter de la manière dont il va pouvoir œuvrer avec les jeunes, les enseignants et le corps encadrant de l'établissement, il faut de la préparation, d'où l'importance justement des structures culturelles qui vont justement créer un terrain suffisamment fertile pour que expérience il y ait. Voilà.